Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous dis comment choisir un objectif pour votre appareil photo. Alors, je vais vous dire comment je fais pour choisir les miens, pourquoi il ne faut pas vous contenter de lire les tests techniques sans tenir compte d'autres critères, et je vais vous dire lesquels. Je vais vous dire ce qui est vraiment important quand vous choisissez un objectif, tout au moins c'est ma vision et donc j'ai envie de la partager avec vous. Et puis, vous allez apprendre à faire la liste de vos critères pour mieux choisir vos objectifs par la suite. Alors, tout d'abord, à quoi servent les tests techniques, tous ces tests que vous pouvez trouver dans les différentes revues, sur les différents sites web, que ce soit des sites de magazines, des sites de passionnés de photos ou bien des sites de marques, je pense à des gens comme DxO par exemple. Eh bien, ces tests, ils servent avant tout à évaluer les performances d'un objectif sur le plan optique. Alors optique, ça veut dire, vous prenez un objectif comme ça, il est composé de lentilles à l'intérieur, et l'idée c'est de dire cet assemblage de lentilles, une fois monté sur un boîtier, qu'est-ce que ça va nous donner comme image, en termes de qualité. Ces tests, ils permettent également d'évaluer les performances mécaniques et électroniques de l'objectif. Toujours pareil, celui-ci, est-ce que les bagues tournent bien, est-ce que l'autofocus est suffisamment réactif, et voilà, toutes ces choses très techniques. Mais plus rarement, je trouve que ces tests permettent de vous donner des critères photographiques. Donc c'est vrai que, bien sûr qu'il faut regarder ces tests techniques, mais quand vous voyez des tests dans lesquels il y a des notions comme fonction de transfert, courbe MTF, relevé ou courbe d'oscilloscope, soyez très prudent parce que ça vous donne des informations techniques très complexes, donc il faut avoir la capacité à les comprendre. Donc les seuls critères que je considère, c'est avant tout, je vais regarder le vignettage. Est-ce que l'objectif va avoir une image qui est bien homogène sur tout le champ, ou bien est-ce que les bords vont avoir tendance à noircir? Généralement, c'est le vignettage, c'est dans ce sens-là. Donc les coins sont plus noirs, il va falloir compenser en post-traitement. Je vais regarder, je vais m'intéresser à l'homogénéité du rendu de l'image entre le centre et les bords. Donc souvent un objectif qui est moins bon qu'un autre, eh bien ils sont tous bons au centre, mais sur les bords, voilà, la construction optique fait ça, sur le bord c'est toujours un petit peu moins bon, et si vous prenez l'image d'un point par exemple, si vous avez une image qui est constituée de points, eh bien le point au centre va être bon, et les points qui sont sur les bords ont des fois tendance à s'étirer un petit peu. Donc c'est ça qui va dégrader un peu l'image. Je m'intéresse aussi à la réactivité de l'autofocus. Est-ce que l'objectif il est réactif ou pas, parce qu'il y a des situations où on a besoin que ça aille vite, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas uniquement le boîtier qui fait la performance de l'autofocus, c'est aussi l'objectif. Et puis je regarde bien sûr la construction. Est-ce que cet objectif va me permettre d'aller là où j'ai envie d'aller, s'il pleut, s'il y a de la poussière, si c'est un peu agité, ou au contraire si c'est un objectif qui reste chez moi et qui prend jamais l'air, eh bien la construction c'est un peu moins grave. Alors, parmi les questions à vous poser, les questions que je me pose déjà, c'est dans quelle situation est-ce que je vais utiliser cet objectif? Est-ce que, comme je disais à l'instant, est-ce que je vais l'utiliser en intérieur uniquement, et donc la construction c'est pas très grave, il va ne prendre jamais le froid, la pluie, l'humidité, la poussière, ou bien est-ce qu'au contraire il va faire les 400 coups et la construction va peut-être primer sur les performances optiques, ou bien il va me falloir les deux. Ensuite, est-ce que vous allez utiliser cet objectif à pleine ouverture ou non? Pleine ouverture, ça veut dire que si vous avez une optique qui ouvre à f2.8 ou à f1.8, est-ce que vous allez l'utiliser souvent à f1.8 ou bien jamais? Donc ça, c'est vous qui devez le savoir, moi je ne peux pas avoir la réponse, mais je sais que personnellement, quand j'achète une optique qui ouvre en grand, un 8 par exemple, ou 2, eh bien c'est parce que j'ai besoin de l'utiliser à ces ouvertures-là. Donc je vais m'attacher à ce que ces performances à cette ouverture-là soient celles que j'attends de cet objectif-là. Si vous utilisez un objectif pour du paysage, par exemple, et que vous êtes toujours à f5.6, f8, f11, f16, peu importe les performances à f1.8 ou à f1.4, puisque vous ne l'utiliserez jamais à ces valeurs-là. Donc prenez ça en considération, ça ne sert à rien de mettre beaucoup plus d'argent dans une optique qui est ultra performante à f1.8 ou à f1.4 si vous l'utilisez toujours à f16 et que à f16 vous en avez une à côté qui est aussi performante et qui coûte 2 fois moins cher. Est-ce que vous allez utiliser cet objectif en basse lumière ou pas? Ça rejoint un peu le point précédent. Basse lumière, ça veut dire que eh bien, s'il n'y a pas de lumière, il faut monter en ISO, ou bien il faut ouvrir plus grand l'objectif, ou bien il faut allonger les temps de pause, ou bien d'ailleurs une combinaison des trois. Maintenant, plus l'objectif va ouvrir en grand, moins vous devrez monter en ISO, donc vous allez récupérer en qualité d'image. Est-ce que c'est un besoin que vous avez? Si à nouveau vous ne faites que des paysages en pleine journée, vous vous moquez totalement de savoir que l'objectif va vous aider quand il fait nuit, puisque vous ne faites jamais de photos de nuit. Si à l'inverse, vous faites de la photo de nuit,
Posez-vous la question, en sachant que c'est encore un autre débat, la photo de nuit. D'ailleurs, il y avait un sujet là-dessus sur le site, parce qu'en photo de nuit, généralement, vous êtes sur pied et que l'ouverture, eh bien, on s'en moque un peu, puisqu'on passe en temps de pause beaucoup plus long. Donc, c'est encore un autre débat. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas juste se fier à un critère, il faut bien évaluer l'usage que vous allez en avoir. Alors, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais moi, en tant qu'amateur, je ne sais pas nécessairement dans quelles conditions je vais utiliser cet objectif-là, et souvent, c'est un objectif polyvalent que je recherche, parce qu'un coup, il va faire nuit, un coup, je vais être en plein jour, un coup, je vais être à grande ouverture, un coup, je vais être à petite ouverture, un coup, il va faire beau, un coup, il va pas faire beau. Donc, comment je fais? Eh bien, dans ce cas-là, privilégiez, essayez de voir les situations principales, c'est-à-dire faites une liste du type de photo que vous faites. Si vous me dites, l'objectif me sert toute l'année, mais dans cette année, eh bien, il y a 2 semaines de voyage au bout du monde où c'est très aventurier, eh bien, dans ce cas-là, tenez compte de ça parce que c'est toujours le maillon faible qui lâche. Donc, si c'est pendant ces 2 semaines-là que l'objectif vous lâche, c'est embêtant. Si vous me dites, ben, voilà, globalement, moi, il est toujours dans le sac. Quand je me balade, je fais de la randonnée en montagne et quand je le sors, je fais attention. Vous n'avez pas besoin d'une super bête de course capable de résister à tout. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, c'est vraiment de définir vos critères avant même de commencer à regarder les fiches techniques. Ensuite, tenez compte de critères, là aussi très personnels, qui sont, par exemple, combien de fois par an vous allez utiliser cet objectif. N'achetez pas un 24-70 2.8 parce que vous pensez que c'est bien, parce que la fiche technique est super, parce que vous avez besoin des focales entre 24 et 70, pour l'utiliser une fois par an. Ça va faire cher la photo. Demandez-vous s'il n'y a pas un modèle qui pourrait convenir tout aussi bien, même si ce n'est pas exactement un 24-70, et qui vous permettrait de faire des photos qui sont pas loin d'être aussi bonnes, voire même aussi bonnes, sans dépenser autant. Regardez sur quel boîtier vous allez monter cet objectif. Essayez de trouver un accord entre le type de boîtier, la génération de boîtier, et le type et la génération de l'objectif. Alors j'ai des fois des lecteurs qui me disent, bah tiens, voilà, j'ai un boîtier D5000 quelque chose chez Nikon, ou D3000 quelque chose, qu'est-ce que tu penses du 70-200 2.8 Alors je pense que du bien de cet objectif, pour l'avoir testé, évalué, je n'en pense que du bien. Mais mettre une optique à ce prix-là, de mémoire 3000 et quelques euros, sur un boîtier qui est un boîtier entrée de gamme, c'est pas péjoratif entrée de gamme, mais ça reste un boîtier entrée de gamme, et qui a quelques années, est-ce que c'est le meilleur choix ou pas? Je ne suis pas persuadé, vous voyez. De la même façon que si vous avez un D750, un D810, et que vous montez dessus un objectif qui est un peu cheap, un peu léger, voilà, et aux performances très très moyennes, est-ce que c'est une bonne idée? Dans ce cas-là, pourquoi vous avez investi autant dans un super boîtier plein format? Donc, essayez de trouver l'adéquation entre les deux. Ensuite, regardez le budget. Alors, forcément, c'est le nerf de la guerre. Donc, regardez le budget parce qu'il y a des objectifs qui sont très qualitatifs, qui vont peut-être vous obliger à casser le cochon vraiment très fort. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une alternative pour avoir les mêmes critères, pour répondre à vos besoins de performance, tout ce que vous voulez, mais dans une gamme peut-être compatible, dans une marque compatible, dans une gamme peut-être un peu moins experte que les gammes expertes pro, et qui vous donnerait finalement des mêmes résultats. Très sincèrement, il n'y a pas de mauvais objectifs. Si vous prenez toutes les optiques des gammes, alors Nikon pour les nikonistes, Canon pour les autres et les autres marques, les gammes compatibles, Sigma, Tamron, Samyang et autres, il n'y a pas de mauvais objectifs. Vous ne pouvez pas tomber sur, je parle des objectifs récents, mais vous ne pouvez pas tomber sur un objectif, vous allez le mettre et puis vous allez dire ah non mais franchement c'est mauvais, l'image elle est pourrie, c'est pas ça que je voulais. Ça n'existe plus ça. Aujourd'hui tous les objectifs vont vous permettre de sortir de bonnes photos. D'ailleurs on dit souvent c'est pas le matériel qui fait la photo, voilà, je vous la refais pas. Il y en a qui vont être bien meilleurs et d'autres un peu moins bon. Si je prends le cas du portrait par exemple, eh bien on sait qu'il y a des optiques à portrait et qu'il y a des optiques qui sont moins bonnes quand on fait du portrait. Donc vous voyez que c'est important de savoir ce que vous allez en faire. Posez-vous également la question du poids et de l'encombrement. Est-ce que vous avez envie de trimballer un zoom comme ça, et encore le 24-70 il est petit par rapport à par exemple 70-200, 200-500 j'en parle même pas, est-ce que vous avez envie de trimballer ça toute la journée autour du cou, sur le dos, dans le sac, voilà, quand vous partez? Si vous me dites moi je le mets dans le sac il est dans la voiture, je roule et puis tout d'un coup je m'arrête, j'ai un trépied, je mets le 200-500 dessus, ou bien je suis à main levée, je fais les photos, je repars,
vous vous moquez totalement du poids et de l'encombrement de l'objectif. Si par contre, vous le portez autour du cou toute la journée, le problème va pas être du tout le même. Autre série de critères que je voudrais vous inviter à lister, toujours pour vos usages personnels, c'est pour moi les critères photo. Parce que c'est bien beau de parler de tests techniques, c'est bien beau de parler de courbes, de vignettage, de distorsion, de tout ce que vous voulez, mais on oublie trop souvent les critères photo quand on choisit un objectif. Alors qu'est-ce que j'appelle critères photo? Ce qu'il faut regarder surtout, c'est quelle photo elle va vous permettre de faire, cette optique, et quel rendu vous avez envie d'avoir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objectif a un rendu particulier, qui lui est propre, qui est fonction de sa construction, qui est fonction de sa formule optique, qui est fonction du traitement des lentilles. Et vous pouvez prendre, même dans une seule gamme Nikon, prenez le 50 mm, qui est une des optiques les plus courantes dans la gamme. Il y a, je ne sais pas de combien de modèles de 50 mm chez Nikon. Il n'y en a pas un qui a le même rendu en termes d'image. Ce que j'appelle rendu, c'est l'allure de l'image, c'est la colorimétrie, c'est, vous voyez, quand vous regardez une image, elle a quelque chose qu'une autre image n'a pas. Et bien ça, c'est le rendu de l'optique. Selon que vous prenez un objectif fixe ou bien un zoom à la même focale, vous pourriez vous dire, bah, si c'est même focale, même ouverture, même marque, bah, finalement, je devrais avoir les mêmes résultats. C'est toujours pareil. Si je prends mon 24-70, que je le mets en position 35, que j'ouvre à 5.6, vous pourriez me dire, bah, je vais avoir la même image si je prends une focale fixe 35 mm ouverte à 5.6. Eh bien non, vous n'aurez pas la même image parce que ce sont deux objectifs différents, de construction différentes et de formules optiques différentes, donc vous aurez des rendus différents. Donc ça, c'est vraiment à considérer. Regardez un petit peu les images qui circulent sur le net parce qu'il y a vraiment des usages différents. Donc posez-vous aussi la question, quel type de photo vous voulez faire? Est-ce que c'est plutôt du portrait? Est-ce que c'est plutôt du paysage? En portrait, on sait que généralement on s'attache à avoir une précision assez grande sur les visages, par exemple, et que peut-être que le bord de l'image, s'il est un peu moins piqué, c'est pas très grave, parce que le piqué, on en a besoin au centre. Mais souvent, si vous faites un portrait en plein cadre, eh bien, il faut aussi que dans les coins, ça soit bon. Donc, dans ce cas-là, ça va changer un petit peu la donne. Donc, vraiment, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et quelle est l'optique qui va correspondre. En paysage, quand vous faites un paysage, généralement, le paysage, il est plein champ. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une zone au milieu de l'image qui est bien, et puis sur les bords, ça tire dans tous les sens parce que l'optique, elle n'est pas suffisamment qualitative. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Posez-vous une autre question encore, c'est est-ce que vous faites du post-traitement ou pas? Donc si vous faites du JPEG, donc là, vous pouvez très peu reprendre cette photo après, puis l'intérêt du JPEG, c'est qu'on peut consommer tout de suite la photo, on n'a pas besoin de la repasser dans un logiciel. Donc il faut que l'optique soit la meilleure possible pour que le JPEG soit le meilleur possible, puisqu'on ne peut pas le corriger en post-traitement. Si vous faites du RAW, vous avez le devoir de corriger vos images en post-traitement, puisque c'est du RAW, donc c'est pas exploitable, et dans votre logiciel, vous allez pouvoir corriger un certain nombre de défauts. Les aberrations optiques, le vignettage, les aberrations chromatiques, voilà, vous allez pouvoir reprendre plein de choses, ce qui fait que même si l'optique est un peu moins bonne, eh bien, parce que vous faites du post-traitement, vous allez récupérer en partie ces défauts. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que n'importe quel objectif qui est moyen, une fois passé dans un logiciel, délivre une image superbe. C'est toujours l'image de départ qu'il faut privilégier, donc la qualité de l'objectif. Mais si vous avez des moyens un peu limités, des ambitions un peu limitées, et vraiment, je n'ai rien contre ça, eh bien, vous pouvez utiliser une optique un peu moins qualitative et un peu moins onéreuse, la passer dans un logiciel de post-traitement, donc de traitement en RAW, et corriger en partie ces défauts, et vous obtiendrez une très bonne image. Attention, voilà, quand on vous dit au-delà des modèles pro hors de prix, point de salut, c'est pas nécessairement vrai. Si vous en avez le besoin, oui. Si vous n'en avez pas le besoin, non. Alors, pour finir et pour résumer, eh bien, j'ai envie de vous dire que choisir un objectif ne peut pas se résumer à lire des fiches et des tests purement techniques, parce que ce n'est qu'un volet de ce qu'il vous faut prendre en compte pour choisir. Ce n'est qu'une vision, c'est la vision du technicien, mais ce n'est pas la vision du photographe. Alors je vais peut-être choquer certains en disant ça, donc je vous invite à réagir. Mais une optique sera peut-être parfaite sur le plan technique, c'est pas pour autant qu'elle donnera des images qui pour vous seront parfaites, parce que ça ne sera peut-être pas la bonne optique pour vous. Et puis attention surtout aussi à tous ces tests qui ont des fois qui vous montrent des courbes. Alors j'en parlais il y a quelques années avec quelqu'un qui faisait ces courbes-là.
dont je tairai volontairement le nom, et qui me disait le but de la courbe, c'est que la pente de la courbe aille dans le bon sens, parce que c'est bien sur le papier. L'échelle, c'est pas très grave, du moment que ça monte, c'est que c'est bon, du moment que ça descend, voilà, c'est que c'est bon. Donc on orientait en fait la courbe pour que ça plaise au lecteur, plus que pour lui donner quelque chose de très technique. Donc voilà, attention au détournement, je vise personne, il n'y a pas d'agressivité dans mes propos, mais attention à ces détournements-là, parce que des fois on peut se dire, ouais, chouette, la courbe elle est belle, donc l'objectif va être bien, c'est pas nécessairement vrai. Définissez vos critères en fonction de votre budget, personne ne peut le faire pour vous. Quand vous investissez là-dedans, vous savez pourquoi, et si vous investissez dans un 1855 de kit, eh bien il n'y a pas de honte, si ça correspond à vos besoins et votre budget, eh bien allez-y sans aucune hésitation. Et puis pensez aussi à une chose, c'est que de plus en plus aujourd'hui, un objectif coûte cher, mais un objectif dure généralement plus longtemps qu'un boîtier. Les boîtiers, ça évolue un peu moins vite maintenant le numérique, mais ça continue à évoluer. Par contre, les optiques, eh bien, elles vont vous durer plus longtemps. Donc si vous investissez dans une bonne optique tout de suite, vous avez toutes les chances de la garder quelques années, même si vous changez de boîtier entre-temps, alors que l'inverse n'est plus vrai. Pensez à ça, il vaut mieux des fois mettre un peu plus cher dans l'objectif que dans le boîtier, parce que vous aurez de meilleurs résultats. Voilà, donc pour conclure, je vous mets des liens dans la vidéo. Vous avez le lien vers le guide d'achat objectif dans lequel vous allez retrouver un peu tous ces critères, et puis je vous donne quelques critères additionnels, des gammes, et puis des modèles. Il y a également un sujet que je mets à jour régulièrement qui s'intitule tous les objectifs pour Nikon à moins de 400 €. Alors pourquoi 400 €? Parce que c'est un peu un seuil fatidique. Vous savez, quand on achète un objectif, on peut mettre un peu ou on peut mettre beaucoup. Alors le beaucoup, ça va jusqu'à l'infini. Le un peu, souvent c'est quelques centaines d'euros. Alors comme il fallait mettre une limite, voilà, j'ai pris celle-ci. Et je mets à jour régulièrement pour vous lister toutes les optiques qui rentrent dans cette catégorie-là. Vous voulez échanger avec moi, vous rejoignez ma liste de contacts, et puis j'aurai plaisir à vous répondre par mail, et voilà, et puis à vous envoyer également chaque semaine les infos autour de la photo, de la chaîne YouTube ici, et de tout ce qui est publié sur le site. Merci, à bientôt pour un prochain épisode.